Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, nous parlons d'une importante et très pertinente œuvre théâtrale, Filles de trans. Pour en discuter, nous recevons entre autres l'autrice. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Je vous remercie encore d'être avec nous. Ce week-end, le Théâtre du Vieux-Terrebonne présente une importante et très pertinente pièce de théâtre, Filles de trans. Importante, surtout dans le contexte actuel. Et pertinente parce qu'elle met en lumière une belle histoire, une histoire de transidentité. Et pour en discuter, évidemment, nous recevons Marie-Claude Daou. Vous êtes l'autrice et vous jouez également votre propre rôle dans la pièce. Oui. Nous sommes accompagnés de Véronique Bessette. Vous êtes sexologue, conseillère en développement régional pour le Néo-organisme de Lanaudière. Oui, exactement. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Ben oui, merci. Oui, merci. merci. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir, Marc. J'ai 3000 millions de questions et je suis convaincu qu'on vous a dit beaucoup les mêmes choses. Premièrement, pourquoi avoir écrit cette pièce? Bien, en fait, ça a commencé pendant la pandémie. Moi, je travaille dans le milieu culturel, puis j'étais avec une amie, on cherchait du développement de projet. On se disait, qu'est-ce qu'on peut faire en ce contexte pandémique-là pour parler aux gens, pour les divertir, leur faire du bien? Puis, on travaillait sur ces dossiers-là, puis mon amie s'est même posé des questions à propos de ma papa, Sophia, parce que je suis la fille d'une femme transgenre. Puis, à un moment donné, elle a osé aller un peu plus loin dans les questions, celles qu'on n'oserait jamais poser à la personne trans devant nous de peur de la heurter ou de la bousculer. Puis, je répondais à ces questions. On est entre copines, en confiance. On se permet d'être naturel. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, c'est fou. Elle dit, t'es comme une encyclopédie de la transidentité. Bien là, je l'ai un peu corrigée parce que non, je ne connais pas tout de la transidentité, mais c'est vrai que j'ai accès à des informations en étant proche d'une personne trans que la majorité des gens ne connaissent pas. Puis là, c'est là qu'on s'est mis à réfléchir à comment on peut faire pour que les gens aient accès à ces informations-là que moi j'ai. Fait qu'on a cherché, est-ce qu'on fait une conférence, est-ce qu'on fait un pep talk, est-ce qu'on y va dans le théâtre? Puis à un moment donné, je me suis juste mis à écrire spontanément, puis c'est Filles de trans qui est sorti, qui en fait est un pan de ma vie. C'est le pan de ma vie où j'apprends à composer avec la transidentité de ma papa, oui. Et ce n'est pas une pièce sur la transidentité, ce n'est pas une pièce sur Sophia, non. Votre papa. C'est votre histoire qui a vécu ça. Racontez-nous un peu l'histoire. Et peut-être, quand vous allez, probablement qu'on va jaser, il va y avoir des photos qui vont apparaître. Mm-hmm. Si vous avez envie, vous nous expliquez les photos, c'est des personnages, mais l'histoire, ça parle de... Bien, en fait, l'histoire, ça part de moi, ça part de comment j'ai vécu la transition de ma papa. Donc, entre le moment, on commence juste un petit peu avant que je l'apprenne. Okay. Après ça, on arrive au moment où j'apprends que mon père a une double identité, si on veut, jusqu'à aujourd'hui. Puis ce qui est intéressant du projet, c'est qu'on est nombreux qui allons faire connaissance avec une personne transgenre dans la vie, mais nous, on n'en fera pas des transitions pour la majorité d'entre nous. Donc là, on embarque dans mes bottines à moi, qui ne suis pas une femme transgenre, qui ressemble à tout le monde, puis qui vit ça. Et au départ, moi, j'étais dans le déni, j'étais dans le refus. Je faisais partie des gens qui n'étaient pas du tout ouverts au sujet. On parle de quand même 20 ans passés, alors que ce n'était pas accessible, les informations sur la transidentité. Puis on chemine avec moi depuis ce jour-là à aujourd'hui. Comment on fait pour évoluer là-dedans? Qu'est-ce que j'ai appris là-dessus? Puis ma relation avec ma papa, elle a évolué comment au fil des années, en fait? Une très belle histoire. Si vous permettez, on va prendre une petite minute. On va regarder certaines critiques. N'ayez pas peur, elles sont très bonnes. On va voir ça à l'instant, les critiques. Après une pièce, une représentation... C'était la rentrée montréalaise. La rentrée montréalaise. Exact. On regarde ça ensemble.
C'était vraiment un spectacle touchant, très drôle aussi. C'est tellement vrai, c'est tellement d'actualité. J'ai beaucoup aimé que l'auteur soit sur scène. Je suis très, très touché. Elle est très, très poignante, très, très vraie. En plus, vous l'entendez dans ma voix, mais j'étais un peu ému. Agréablement ému. Je suis trop contente d'être venue. Les gens qui sont moins confrontés à cette réalité-là ont une porte d'entrée beaucoup plus facile. On se pose des questions, ça ouvre l'esprit. Le sujet est tellement important. Une pièce qui est importante, surtout de nos jours. Excusez, ça me touche beaucoup. J'espère que ce sujet-là va être vu beaucoup. J'espère que ça va faire du bien à bien du monde, que ça va ouvrir des grandes discussions. C'est C'est assez beau, hein? émouvant. Ouais. C'était un bon véhicule pour vous, une pièce de théâtre. Vous avez dit tantôt, vous avez réfléchi beaucoup avec le recul. Maintenant, après, ça fait un certain temps Ça que fait vous un an et quelques mois qu'on a commencé à C'était le bon tourner le véhicule? spectacle. Je pense que oui. Puis en fait, ce qui me touche le plus, c'est qu'après les représentations, dans de nombreux cas, on prend le temps de discuter avec le public. Puis, en temps normal, quand ça arrive dans une soirée spectacle que les gens peuvent rester, bien souvent, il y a des gens qui rentrent parce que la soirée est terminée, puis un petit nombre qui reste pour vivre une prolongation. Avec Filles de trans, c'est pas rare qu'il y a plus de monde à la fin du spectacle parce que le personnel de la salle vient joindre à nous. OK. Puis il y a comme un besoin de s'asseoir ensemble puis de se dire, OK, on vient de vivre ça, comment on chemine maintenant? Il y a comme un besoin de communion, on dirait. Puis ce moment-là me dit qu'on a pris le bon chemin puis qu'on touche les gens de la bonne façon. Marc-Claude vient de dire une communion. Vous avez entendu des critiques, beaucoup d'émotions. Ça reste un sujet, j'aime pas le mot, mais sensible. La réaction des gens qui deviennent ouverts, c'est les réactions normales des gens après une telle pièce, qui deviennent ouverts, qui deviennent émotifs, puis qui ils cherchent presque à comprendre. C'est notre nature qui répond de cette façon-là à je sais pas, Je pense que c'est un choc ou une c'est un confrontation. choc, c'est ça pas mal. Oui, C'est ce que ça confirme. Ben oui, puis on voit dans les critiques qu'il y a des réactions positives ou qui sont très sensibles, empathiques, ce que beaucoup de personnes dans la population font preuve, dans le fond. Puis d'un autre côté, on peut réagir plus avec des résistances, de la peur. Puis on le voit aussi, malheureusement, dans la population, des gestes un peu plus moins réceptifs, moins ouverts, voire violents. Donc, J'avoue, il y a un contexte actuellement. Là. Vous avez dit en entrevue que le chemin des personnes trans, c'est difficile, mais l'entourage également. Le chemin de l'entourage également. Je vais avoir deux questions pour vous. La première, comment a été votre chemin à vous? Puis la deuxième question, c'est comment avez-vous vécu les douleurs de Sophia? Parce que vous les avez vues. Or, comment a été votre chemin à vous? Bien, puis tu sais, je dis que le chemin est difficile pour les personnes transgenres, puis je veux pas parler au nom de la communauté transgenre, parce que j'en suis même pas membre en partant, mais je pense que c'est un chemin qui peut être difficile du fait que, socialement parlant, il y a des réactions à ça. Puis pour tout le monde, quand on se présente tel qu'on est, puis que les gens réagissent à ça de façon négative, c'est difficile. Moi, je fais partie de ces gens-là qui ont réagi de façon négative. Quand j'ai su que mon père s'habillait en femme, moi, je me suis dit, bien, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est pas de mes affaires, je veux pas en entendre parler, c'est ta vie privée. Je me sentais pas concernée, en fait. Mais j'étais en train de rejeter une partie de ce que mon père était. Puis ça, je le savais pas à cette époque-là, puis ça m'a pris vraiment longtemps avant de m'en rendre compte. Puis... Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous étiez en train de rejeter une partie de ce qu'était votre père. Bien, moi, mon père était ce qu'on appelle un cross-gender. Donc, mon père vivait les deux identités en parallèle. Moi, j'avais la chance d'avoir encore Papa Normand, qui existait. Puis, dans ses temps libres, un peu à cachette, 30 du temps, Sophia prenait vie. Fait que moi, pendant de nombreuses années, pas loin de 10 ans, en fait, j'ai eu accès à Sophia et à Normand. Fait que moi, j'avais l'impression, jeune adulte, que j'avais le choix. Je me disais, bien, mon père est là, j'ai pas besoin de Sophia dans ma vie, fait que je pouvais rejeter Sophia. Mais mon père, Sophia fait partie de mon père, c'est un tout, tu sais. Donc, pendant des années, j'ai rejeté ça en me disant, bien, ça, c'est ton affaire. Moi, ma vie, elle est avec Normand. Puis, à un moment donné, bien, mon père a eu une crise de dysphorie de genre, qu'on appelle, et Normand est complètement disparu, puis mon père est devenu Sophia à temps plein. Puis là, c'est là que j'ai fait, waouh, c'est pas une option que j'ai. Mon père
est Sophia, Sophia est mon père. Puis c'est cette relation-là qui est ma relation avec mon parent maintenant. Donc, je me suis pas rendu compte que je faisais du tort à mon père. Je me suis pas rendu compte tout de suite que ça me faisait du tort parce que j'étais vraiment dans une espèce de déni puis un refus de plonger là-dedans. Puis à un moment donné, c'est que les gens autour de moi se sont tellement mis à m'en parler parce que tout le monde voulait comprendre. Puis ils venaient vers moi pour me demander. Moi, je comprenais pas plus. Puis là, un jour, je me suis dit, mais c'est à quoi que je suis en train de résister? Ça prend tellement de place dans ma vie, puis je continue de me battre contre ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben non, c'est assez, go, on y va. Puis j'ai rencontré Sophia, j'ai commencé à travailler avec elle. Mais ça a été un chemin quand même ardu. Puis j'ai pris le pas de recul sur ce chemin-là 18 ans plus tard en écrivant Fille de trans, en fait, parce que je m'étais jamais posé la question, qu'est-ce que ça m'a fait? Moi, je l'ai vécu, je l'ai traversé, je passe au travers. J'ai répondu aux questions des gens autour, j'ai appris ça à mes enfants. Grand-papa va donner grand-maman, j'ai accompagné mon conjoint là-dedans. Donc, en écrivant Fille de trans, ça fait toi, mais toi, Marc-Claude, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est ça que le spectacle raconte, en fait. Marie-Claude, elle est très franche et honnête. Elle l'a peut-être moins accepté au début. Ça aussi, c'est la nature humaine. C'est quoi? De quoi on a peur? Le changement? L'ignorance? C'est de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Pourquoi on réagit difficilement au départ? Quand c'est un de nos proches, souvent, puis quand ça fait longtemps, quand ça fait plusieurs années qu'on le côtoie, des fois, pour nous, on accompagne des parents d'enfants trans non-binaires en questionnement, par exemple. Puis c'est de se questionner sur nous-mêmes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vais perdre? Est-ce que c'est... Est-ce que certaines personnes même arrivent à se culpabiliser pour... Oui, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a causé cette réalité-là? Ou est-ce que... est-ce que je vais perdre la figure paternelle, le côté masculin ou féminin, ou l'espèce de sentiment de deuil de perdre son enfant ou de son proche, alors que il n'est pas mort, là, il est encore là, puis tout il n'y a pas comme un changement total, ils ont peur de perdre leur fille ou de perdre leur fils, mais c'est une partie, oui, assez importante, puis on peut le comprendre, là, le choc que ça peut avoir, mais on explore tout le reste, que l'enfant, la personne qui va être juste plus épanouie, elle va être encore plus belle, cette personne-là. Donc, ils vont avoir accès à la vraie enfant ou parent. À la vraie nature de la personne, oui. Au départ, avez-vous eu l'impression de perdre quelqu'un? Moi, je ne l'ai pas senti sur le coup. J'avais une relation particulière avec mon père. On travaillait ensemble, nous, dans des festivals. En fait, on programmait une programmation artistique de festivals ensemble. Puis mon père, c'est un personnage en soi. Donc, ma relation, elle passait beaucoup dans le professionnel avec mon père. Puis quand Sophia est apparue, elle était comme en marge, à côté de quelque chose. T'sais. Puis là, à un moment donné, Sophia a pris plus de place. Puis ça a tellement déboulé vite quand la crise de dysphorie est arrivée. C'était comme, bon, bien là, les enfants, à l'automne, je vais être Sophia tout le temps. Puis là, tu fais, OK, mais là c'est le coming out pour plein de gens qui n'étaient pas au courant. Là, les gens viennent vers nous, comment tu te sens? Puis je les avais pas, les réponses. T'sais, on m'a demandé, puis j'en parle dans le show, on m'a demandé, qu'est-ce que ça te fait d'être une fille de trans? Puis j'étais là, hein? Je suis pas une fille de trans, je suis la fille de mon parent. Ça t'amène à te positionner dans des places où tu t'es jamais projeté, en fait. Fait que je pense que tu chemines de ton mieux au rythme de ce que tu peux. Puis je pense que l'ignorance, c'est une grande part des rejets, du refus, du déni. C'est souvent parce qu'on comprend pas puis on sait pas à quoi s'attendre. Puis de ne pas savoir, c'est anxiogène. Puis ça fait peur. Fait que je pense que ça fait peur, oui. Oui, puis je pense que c'est à ça beaucoup que les gens réagissent. Tu sais, quand ton cousin te dit qu'il va devenir ta cousine, il se passe quoi avec tous les souvenirs d'avant? Puis Véronique t'a mentionné le deuil, puis moi, je m'en suis rendu compte. C'est une de mes amies qui avait perdu son père, à qui j'en parlais, puis je disais, j'ai comme l'impression que je perds mon père. Puis là, je me suis sentie super mal, puis elle dit, ben voyons donc, Marc-Claude. Tu perds personne. Elle dit, toi aussi, c'est un deuil. Tu sais, tu perds pas ton parent, mais les 25 ans d'histoire que j'avais bâtis avec Normand, je pourrais plus les partager avec Normand, j'allais les partager avec Sophia maintenant. Puis il y a quand même un changement dans la personnalité entre Normand et Sophia que moi, j'observais. Tu sais, puis ton papa qui te berce, quand ça devient une madame qui te berce, c'est-tu encore ton papa? Tu sais, fait que c'est juste des choses auxquelles on n'a jamais pensé de notre vie. Puis là, il y a comme un processus à faire. Il faut passer au travers. Faut, à chacune des questions, à chacun des inconforts, il faut les adresser pour finalement juste arriver à la pleine connaissance de cette nouvelle relation-là, en fait.
J'ai pas oublié la deuxième Oui, partie pardon. de ma... Non, on va prendre une pause, on va prendre 20 secondes, on va s'identifier, puis on revient avec cette question-là. Parfait. Une belle question. On revient. De retour avec vous. Marie-Claude, maintenant, vous avez eu un chemin sinueux. Non pas difficile, disons sinueux. Vous avez vu le chemin de Sophia, les pleurs, les douleurs, comment vous les avez vécus et comment vous avez accompagné Sophia dans ses douleurs? Bien, en fait, elle ne nous les a pas beaucoup partagées parce que elle faisait face à je ne vais pas dire des enfants parce que mon frère et ma sœur l'ont vécu chacun à leur façon, mais si je parle de moi, elle faisait face à quelqu'un de fermé. Puis mon père est quand même quelqu'un avec une grosse personnalité. Puis là, lui, c'était comment je trouve le chemin pour faire accepter ça à ma fille. Fait que moi, je l'ai senti comme une agression au départ. Je recevais ces tentatives de connexion comme si j'étais obligée de... Puis en tant que jeune adulte, je me disais, ben non, moi, je suis forcée de rien. Fait que mon père n'est pas allé dans la difficulté émotionnelle tout de suite. Quand la crise de dysphorie est arrivée, moi, ça faisait une couple d'années que je côtoyais Sophia. Et quand la crise de dysphorie est arrivée, bien là, les courriels plus personnels, les échanges plus personnels de « je trouve ça difficile, j'ai pleuré la perte de Normand, j'ai de la peine, je sais que c'est dur pour vous autres que vous vivez aussi », ça, c'était plus challengeant, puis ça m'a donné envie... En fait, c'est que c'était plus facile de gérer sa peine à elle que la mienne. Fait que j'ai comme un peu mis mes émotions en mode côté. Puis j'ai voulu être l'enfant qui reçoit et qui accueille puis qui donne l'exemple, en fait. Parce qu'il y avait plein de gens autour qui rendaient ça très confrontant pour Sophia. Puis j'avais le goût de faire comme non, nous autres, on va bien faire ça puis on va être là pour elle, t'sais. Fait que moi, c'est ce que j'ai choisi. C'est la façon que j'ai choisi de le vivre. J'ai accompagné mes enfants là-dedans. J'ai accompagné des membres de la famille, des collègues et tout ça. Mais je ne peux pas dire que j'ai accompagné Sophia personnellement. En fait, je pense que j'ai cherché à la préserver de certaines agressions, mais je n'ai pas nécessairement eu un lien très proche, intimement avec elle dans cette transition-là. Véronique, il y a des situations, j'imagine, où l'entourage voit la personne en pleurs, en douleur, des fois, oui. Comment on peut accompagner une personne qui est dans un si grand changement pour lui rendre un peu la vie un peu plus agréable. Elle pleure. Que fait-on? Et je dis elle, mais il peut aussi avoir des hommes trans. Comment on accompagne ces gens-là? On fait comme Marie-Claude, on les protège ou on vit avec eux? Comment on fait? Bien, la première chose qui me vient en tête, c'est de les croire. Déjà, de le recevoir. C'est sûr qu'après, il faut gérer ses propres émotions quand on est très proche, mais peu importe s'il y a quelqu'un qui fait un dévoilement comme ça, c'est précieux. On essaie de dire aux gens de le recevoir le plus délicatement possible, avec honnêteté, franchise et accueil, et de dire, bien, d'imaginer un peu d'empathie aussi, d'essayer d'imaginer le fardeau qui peut avoir été présent depuis longtemps pour accompagner des personnes trans ou en transition de 50, 60, 70 ans. Bien, ça fait longtemps qu'ils portent en eux ou en elles cette réalité cachée ou cette... Qu'ils le refoulent. Qu'ils refoulent, oui. Puis qui est tellement fort, qui doit sortir à un moment donné. Donc, des fois, c'est un moment charnière de leur vie ou un accident ou quelque chose qui fait que... Donc, essayer de les accueillir. C'est sûr, quand on est proche, c'est ça, c'est de faire prendre soin de soi aussi là-dedans, d'avoir quelqu'un... Tu sais, parce qu'il y a un parent et un jeune qui disait à un moment donné, je peux pas être ton problème et ta solution. Problème entre guillemets, là, mais dans le sens où je vais peut-être pas être la bonne personne à qui te confier là-dedans parce que c'est moi qui te fais vivre ça ou c'est l'inverse. Donc, trouver des ressources, un réseau. Puis ça montre aussi à quel point les réactions peuvent être négatives au premier abord, mais ça ne veut pas dire que c'est pour toutes les personnes qui ont peur de faire un dévoilement, un coming out. Ça se peut qu'il y ait une houle, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui s'éloigne, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir, tu sais.
Il y a quelque chose que vous avez dit un peu avant la pause, que, bon, même Sophia avait un deuil d'avoir perdu Normand, ou de... comment vous avez vécu ça, alors que vous voyez la transformation, mais pourquoi tu es en deuil? Avez-vous questionné ce deuil-là? Je ne l'ai pas questionné, mais après, c'est que la transidentité, elle se vit différemment pour plein de gens. Il y a des gens qui naissent, qui ne se sentent jamais dans la bonne identité, en fait. Mon père avait ça, mais en même temps, mon père était heureux en Normand, puis il a vécu des beaux moments de sa vie en Normand, puis il était heureux en Sophia aussi. Donc, dans son cas, les deux existaient, puis mon père dit encore aujourd'hui, si je pouvais prendre une petite pilule puis être Normand pour 24 heures, je la prendrais parce que je m'ennuie de Normand. Puis, à contrario, sa conjointe, qui est aussi une femme transgenre, elle a dit, mais j'ai jamais été l'autre version de moi. J'ai toujours été qui je suis aujourd'hui, maintenant transformée. Mais c'est vraiment différent. Parce que pour elle, c'est vraiment ça, son identité. Donc, je pense qu'il y a différentes façons de le vivre. Puis après, mon père, moi, c'était ma référence, c'est-à-dire que je connaissais pas 50 autres personnes transgenres. Mon père le vivait comme ça. Moi, je l'ai appris comme ça. C'est ces chemins qu'on a suivis ensemble, tu sais. Mais au final, peu importe comment elle se sentait, comment elle se sent, le chemin qu'elle a pris là-dedans, je pense que la seule clé là-dedans, c'est de chercher dans la bienveillance le meilleur chemin pour se retrouver quelque part de confortable pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment là que la clé Le truc ou la clé du coffre-fort. Marc-Claude, pourquoi vous vouliez pas jouer dans la pièce au départ? Ah, bien... On vous a convaincu. Ça va super bien la pièce. Je suis sûr que vous avez pris une bonne décision. Mais c'était la décision à prendre. C'était votre histoire. Bien, je pense que oui, mais c'est qu'après ma barre, tu sais, je veux dire, j'ai étudié en théâtre au cégep, mais je suis pas comédienne. C'est pas mon métier, en fait. Aujourd'hui, moi, je travaille dans les coulisses des festivals. Mais quand j'écris Filles de trans, je me suis dit, bien, la première fois que je vais le lire publiquement, je veux le faire moi-même. Je veux le présenter à mon monde. Je veux accoucher de mon projet, finalement. Mais je me disais, je suis productrice dans la vie, puis pour vendre des billets dans la vie, généralement, tu prends une figure connue. Tu mets une vedette sur le poster, puis ça aide à faire avancer ton projet parce que les gens ont envie de découvrir quelque chose qu'ils connaissent. Puis après la première lecture, moi, ça m'a fait du bien de le faire. Ça m'a fait du bien de recevoir les commentaires après. Puis le metteur en scène avec qui je travaillais à l'époque, qui était mon conseiller à la scénographie, il m'a dit « Marc-Claude, ça peut pas être personne d'autre que toi. Parce qu'on te regarde, on t'écoute, puis on fait « Wow, c'est vraiment vrai, puis c'est elle qui l'a vécu, puis on a le goût de te suivre là-dedans. » Fait que j'ai dit, ben OK, si ça a un impact positif, j'embarque, je l'essaie. Puis à chaque soir, quand je sors de scène, je sais que j'ai fait la bonne chose. Tu parlais tantôt des gens qui peuvent avoir un coup de houle au départ. Après une représentation, il y a une femme transgenre de l'âge de mon père qui est venue me voir. Elle m'a pleuré dans les bras pendant 5 minutes. Puis elle me disait, moi, je suis en train de vivre ça avec ma famille en ce moment. Puis elle dit, tu viens de me montrer qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Elle était désespérée. Elle arrivait à un moment où elle ne trouvait plus. Puis là, elle a fait, OK, ça se peut que ça change. Moi, ça a pris 4 ans avant que j'ouvre la porte à mon père, tu sais. Fait que... Ça a pris 4 ans? Avant que j'accepte de rencontrer Sophia. Ah! Oui, ça a été très, très long. Ah oui, 4 ans, pour mon père, ça a dû être interminable aussi. Mais cette personne-là, après avoir suivi le récit, a fait, OK, c'est pas parce que dans les 6 derniers mois, on n'est pas venu à bout qu'on ne viendra pas à bout de se comprendre à un moment donné. Fait que comme tu disais, il y a toujours moyen de cheminer, en fait, puis d'avancer. Vous l'avez dit, à chaque fois que vous présentez la pièce, il y a quelqu'un qui vous accompagne lors de l'événement. Véronique, je crois que vous allez être au Théâtre du Vieux-Terrebonne. On va y faire quoi? Répondre aux questions? Il y en a beaucoup de questions. Vous rencontrez les gens après. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Bien, en tout cas, nous, après le spectacle, oui, il y a beaucoup de questions. Puis les gens ont souvent besoin de témoigner, en fait. Ils ont envie de dire qu'est-ce que ça leur a fait, le spectacle, ce qu'ils en ont retiré, ce qu'ils ont appris. Puis il y a un monsieur qui m'avait dit c'est ma femme qui m'a forcé de venir, ça me tentait pas pantoute, mais je savais pas que j'avais besoin qu'on me parle de transidentité. Fait que ce monsieur-là est sorti de la salle en se disant OK, moi, je fais partie de ça. Socialement parlant, j'ai une place là-dedans, j'ai le goût de la prendre, tu sais. Mais puis après, je suis contente parce que le Néo va être là, puis ça permet aux gens... Tu sais, il y a des membres de la communauté transgenre qui sont venus voir le spectacle qui ont été confrontés parce que leur réalité, elle est différente de la mienne. Moi, je l'ai vécu il y a 20 ans. Ce que j'ai vécu puis la façon que j'ai réagi il y a 20 ans, aujourd'hui, ça serait bien mal vu parce que j'ai
à certains égards, manqué d'ouverture et de respect envers mon parent, si on peut dire. Puis ça, c'est déclenchant pour les gens de la communauté transgenre qui voient ma façon de gérer la chose aujourd'hui. Fait que je suis contente qu'il y ait des organismes comme le NÉO qui sont là, à qui les gens peuvent aller se confier à la sortie, aux besoins. Puis ceux qui ne savent pas comment prendre ça, bien, ils ont des ressources. Ça n'existait pas dans mon temps. Moi, je suis vraiment contente que ça existe aujourd'hui dans les différentes régions. Là. Le NÉO, un organisme de Terrebonne, je pense que vous êtes depuis... 25 ans, on fête nos 25e année, oui. Mission, dans le fond, c'est santé sexuelle et affective. Nos 2 grandes missions, c'est, dans le fond, tout ce qui est en lien avec la prévention des ITSS, donc infections transmissibles sexuellement et par le sang, et tout ce qui est en accompagnement, soutien, sensibilisation à la communauté de la DSPG, qu'on va appeler aujourd'hui, mais la diversité sexuelle et pluralité de genre. Puis on fait justement, on accueille, on est régional, fait qu'on est basé à Terrebonne, mais on couvre tout le territoire. Puis on accueille les gens de 12 ans et plus, leurs proches, les professionnels. On fait du soutien professionnel aussi, des formations. Puis on va avoir un kiosque à la pièce pour avant, après, être là pour dire, dans la région ici, vous avez une ressource, puis c'est accessible. Donc. Filles de trans, la pièce de théâtre, ça doit... J'aime pas le mot, j'en trouve pas d'autres, je suis un peu dans l'émotion, mais ça doit faciliter un peu votre travail. Une œuvre explicative comme ça, c'est une pièce importante et pertinente. Oui, vraiment. Vraiment, on dirait que le message, il doit se rendre de différentes façons. Puis dans le culturel, dans le ludique, il y a quelque chose qui vient rejoindre les émotions aussi, qui va peut-être rejoindre des gens qu'on ne rejoint pas d'une autre manière. Donc, c'est vraiment précieux. Travail complémentaire. Oui, vraiment. Alors, on va donner tous les détails parce que je crois que vous m'avez dit, on s'est dit avant le début de l'entrevue, sous cette forme-là, à grand déploiement, c'est la dernière chance. Oui. C'est quand? Dimanche 30 mars. 15 heures. 15 heures, Théâtre du Vieux-Terrebonne. Oui. Vous allez voir sur le site, en bas de l'écran, Théâtre du Vieux-Terrebonne. Allez acheter des billets. C'est une pièce vraiment, vraiment pertinente. Marc-Claude, merci beaucoup de cette œuvre-là et merci de l'ouverture que vous nous invitez à avoir. Bien, merci de m'avoir reçu. Véronique, merci. On ne s'est pas beaucoup parlé. C'est un sujet tellement incroyable. On s'est déjà rencontrés ici. Merci beaucoup. Merci. On se revoit la semaine prochaine. J'ai pris trop de temps. Je remercie vite tout le monde. Au revoir.